Bonjour Héloïse, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Bonjour Lisa. Bonne année, première chronique de l'année 2023 je crois. Tout à fait. Bonne année à toi. Tu nous en parlais déjà dans ta dernière chronique de l'année 2022, le débat sur la fin de vie sera un des sujets marquants de cette année en matière de santé. Est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux de la Convention citoyenne en cours? Oui, alors un sujet d'actualité avec une grosse attente des Français en matière d'information, puisque le baromètre La Croix, de la confiance dans les médias, a montré qu'un Français sur deux estime qu'on n'a pas assez parlé du débat sur la fin de vie en 2022. Alors on va remédier un petit peu à tout ça. Un sujet de campagne d'Emmanuel Macron avec la promesse dès les premiers mois de ce deuxième mandat d'une loi en 2023. On se rappelle aussi que Jean-Luc Mélenchon avait fait de la question du droit de mourir dans la dignité un de ses sujets centraux lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2017. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, si c'est un sujet qui divise l'opinion, il est loin de la cristalliser dans un clivage droite-gauche classique, tant il soulève de questionnements politiques, économiques et éthiques beaucoup plus complexes. Et aujourd'hui, c'est quoi le cadre légal qui encadre actuellement l'accompagnement médical de fin de vie? Alors, le cadre juridique actuel est issu principalement de l'évolution de 3 textes majeurs. Le premier, c'est la loi du 9 juin 1999 qui visait à garantir le droit d'accès pour tous à des soins palliatifs et au soulagement de la douleur. Ce texte a évolué, c'est devenu la loi dite Leonetti de 2005 qui, elle, introduit l'interdiction de l'acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable dans le texte, c'est-à-dire l'obligation d'arrêter les soins thérapeutiques dans le cas où le décès de la personne à court terme est inévitable. Alors, la loi Leonetti de 2005, elle introduisait également le droit pour le patient de rédiger à l'avance ses volontés relatives au type de soins qu'il voudrait ou non recevoir à la fin de sa vie, dans le cas où il ne pourrait plus les exprimer lui-même. C'est ce que l'on appelle les directives anticipées. Mais en 2005, ces directives anticipées, elles ont seulement une valeur informative pour le médecin, elles ne s'imposent pas à lui. Et ça, c'est suite au 3e texte, à la loi dite Claeys-Leonetti de 2016, que le champ des directives anticipées a été renforcé et que celles-ci sont désormais devenues contraignantes pour le médecin. Concrètement, ça se traduit dans le fait que le patient ou la personne de confiance qu'il a désignée a le droit de refuser un traitement et le médecin a l'obligation de respecter sa volonté après l'avoir informé des conséquences de ses choix. La loi Claeys-Leonetti de 2016, elle tente également au développement des soins palliatifs. Outre un volet sur le droit d'accès des patients, elle instaure la formation obligatoire des professionnels de santé et elle introduit aussi le droit du patient souffrant d'une maladie grave et incurable, présentant une souffrance insupportable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, à une sédation profonde et continue, une sorte de coma artificiel sur validation médicale collégiale. Dans ce cas, ces traitements qui n'ont pour seul effet que de maintenir artificiellement la vie sont alors suspendus, nutrition et alimentation artificielle comprises. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'euthanasie passive. Mais du coup, en quoi le cadre actuel serait insuffisant? Quelles sont les demandes concernant son évolution? Alors, le problème principal est celui de l'absence de définition stricte des notions d'obstination déraisonnable et d'incurabilité, qui ne sont pas des notions juridiques et qui laissent place à une interprétation différente que l'on se place du côté des médecins ou que l'on se place du côté des patients ou des familles. On se rappellera l'affaire très médiatisée de Vincent Lambert, cet infirmier psychiatrique trentenaire, qui, à la suite d'un accident de la route, avait été maintenu dans un état végétatif pendant 11 ans, dont 6 ans de bataille judiciaire entre une famille extrêmement divisée et les médecins et le CHU de Rouen, notamment faute de directives anticipées. Ça pose également la question des critères d'inclusivité pour les patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, comme dans le cas de nombreuses maladies dégénératives ou de certaines lésions cérébrales, et notamment pour les patients qui sont polyhandicapés et confrontés à des douleurs réfractaires, de l'inconfort sévère ou à l'angoisse face à la mort annoncée. Et ça, c'est ce qui est vraiment reproché le plus souvent au cadre actuel, c'est de ne pas proposer de solution à des personnes qui revendiquent le droit de mourir avant d'assister ou de faire assister leurs proches à la dégradation de leur état de santé. C'est ce que l'on appelle le droit de mourir dans la dignité. Donc demander le droit de choisir sa fin de vie, ça semble entendable. Alors, quelle est la difficulté pour légiférer sur ce sujet? Alors, il y a plusieurs points d'achoppement. Le premier, c'est que parmi les solutions avancées, on retrouve essentiellement ce que l'on appelle l'euthanasie active, c'est-à-dire le fait pour une équipe médicale d'administrer une substance induisant directement
ou ayant comme effet secondaire la précipitation de la mort, comme c'est déjà le cas dans certains pays tels que la Colombie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, etc. Et ça ne passe pas dans une grande partie de la droite et ça divise parmi les médecins. Mais ce n'est pas le seul écueil. En effet, les professionnels des soins palliatifs alertent depuis le début des débats sur la question centrale de la non-effectivité du droit d'accès aux soins palliatifs. Selon les chiffres officiels, la France ne comptait que 7500 lits de soins palliatifs à l'hôpital en 2021 pour 150 000 à 200 000 personnes qui en auraient besoin chaque année, ce chiffre étant en constante augmentation du fait notamment du vieillissement de la population. Et donc un nombre très largement insuffisant selon l'ensemble des professionnels du secteur, notamment le Comité national des soins palliatifs, mais aussi selon les associations de patients. Mais ça pose aussi et surtout la question du droit de vivre dans la dignité. Ces derniers mois, de nombreux collectifs antivalidistes et des associations de patients ont ainsi alerté quant à l'absence totale de prise en compte dans les débats de la question des déterminants sociaux de la santé. Des conditions socio-économiques fortement dégradées, l'isolement, voire l'exclusion des patients handis et ou âgés, étant source d'une souffrance parfois majeure, il souligne ainsi le risque de voir certains demander une euthanasie active en dernier recours face à une détresse essentiellement d'origine sociale devenue intolérable. Pour ne plus être une charge pour leurs proches ou pour la société, on relate certains témoignages. Alors, en contre-argumentaire, certains groupes militants pour le droit de mourir dans la dignité mettent, eux, en avant la possibilité de recourir au suicide assisté, procédé durant lequel le moyen létal est fourni par l'équipe médicale au patient qui se l'administre lui-même, comme cela se fait en Suisse ou dans certains États américains. Ils insistent ainsi sur l'idée que la personne concernée fait ainsi la démonstration de sa liberté de choisir, mais là, ça pose d'autres problèmes. Le suicide, il est dépénalisé depuis 1810 en France. Alors, qu'est-ce qui empêche de légiférer pour qu'il soit médicalement assisté ? Alors, je passerai rapidement, outre la confusion introduite par l'utilisation du terme suicide assisté, tant la clinique de la crise suicidaire est très éloignée du vécu psychique d'une personne dont le pronostic vital est engagé, notamment en raison d'une pathologie. Le terme suicide pour suicide assisté est donc, selon moi, complètement inadapté pour décrire ce qu'on appelle normalement techniquement l'aide médicale active à mourir. Mais pour résumer, la difficulté, c'est de définir essentiellement à quel public on s'adresse. Et notamment de définir la limite entre court et moyen terme, mais ça, j'ai envie de dire à la limite que c'est le plus facile, mais de définir surtout la frontière entre souffrance physique et souffrance psychique, et de définir la notion même de dignité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en introduisant ce terme de suicide assisté dans le débat, on s'est en effet posé la question de l'ouverture de l'accès à ce droit à des patients souffrant de troubles psychiques, comme c'est parfois le cas à l'étranger. Et là, c'est la communauté des professionnels de santé mentale qui a sonné l'alerte, notamment autour d'une situation particulière. En octobre dernier, en Belgique, où le suicide assisté est légal, où une jeune femme de 23 ans, victime des attentats de Bruxelles de 2016, a été euthanasiée pour souffrance psychiatrique dite irrévocable en lien avec un état de stress post-traumatique. Alors, si la souffrance psychique, avec son lot parfois d'angoisse, de perte d'espoir et parfois d'idées de mort est souvent indiscutable, la notion d'incurabilité dans ce type de situation est plus que contestable et le pronostic vital des patients n'est que exceptionnellement engagé. Est-ce qu'on peut réellement considérer qu'une dépression, même résistante, est une maladie incurable au vu des évolutions médicales constantes ? Quid de la schizophrénie, dont on sait que les facteurs environnementaux, notamment de stress, de conditions de vie, ont un impact majeur sur le développement ou non des symptômes. On en revient alors au préalable nécessaire de toute évolution juridique qui est celui de l'effectivité, au droit de vivre dans la dignité, sous peine de produire un texte qui permettrait la mise à mort des plus exclus de notre société. Merci beaucoup Héloïse pour ces chroniques toujours intéressantes. Puis on te dit à la prochaine, du coup, dans quelques semaines, pour te retrouver pour une nouvelle chronique santé. Merci beaucoup Héloïse. Avec plaisir. Et pour vous, chez vous, nous avons pour coutume de dire ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Qui dit information indépendante dit besoin de vous. Le média, votre média, dépend de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Si nous sommes en mesure de poursuivre l'antenne 24/7 et la production de nos programmes ainsi que leur diffusion, c'est uniquement grâce à votre soutien. C'est grâce
grâce aux abonnements payants qui demeurent notre source de financement la plus pérenne, que nous pourrons nous installer définitivement dans le paysage audiovisuel français. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour vous offrir à partir de 5 € par mois un média indépendant attaché au pluralisme et à la diversité.